Depuis plus de 25 ans, Grand Theft Auto démontre les limites de la société américaine. Satire féroce, cynisme assumé, fascination critique. La série culte de Rockstar Games déconstruit le rêve américain en le poussant à l'extrême. Argent, pouvoir, réussite individuelle, autant de chimères que le jeu encourage à poursuivre pour mieux en révéler la vacuité. Dans GTA Online, le trophée Le Rêve Américain, débloqué en achetant simplement une maison, un garage et une voiture assurée, résume à lui seul la vision grinçante de Rockstar. Portée dès l'origine par des créateurs britanniques, la franchise adopte un regard extérieur pour mieux caricaturer les excès des États-Unis. Culte des célébrités, consumérisme effréné, lobby des armes, évangélisme, corruption. Et alors que le monde entier attend GTA 6, probablement l'un des jeux les plus anticipés de la décennie, une question se pose. Jusqu'où Rockstar ira-t-il cette fois dans sa critique de l'Amérique? Que dénoncera-t-il dans une époque marquée par les réseaux sociaux, les inégalités sociales et la polarisation politique? Dans cette vidéo, on va d'abord retracer comment GTA a évolué au fil du temps pour affiner sa satire. On reviendra sur les anciens opus et la manière dont chaque époque a façonné la critique sociale propre à chaque jeu. Ensuite, on s'intéressera aux raisons pour lesquelles Rockstar a choisi cette optique satirique. Puis, on analysera en détail GTA V et ses trois personnages principaux, Michael, Franklin et Trevor, qui incarnent chacun une facette bien précise de l'Amérique moderne, entre crise de la classe moyenne, rêve de mobilité sociale et nihilisme post-capitaliste. On parlera aussi des limites de cette satire, peut-on encore dénoncer efficacement un système en y participant aussi profondément? Où se situe la frontière entre critique et complaisance? Et enfin, on explorera les théories et attentes autour de GTA 6, en s'appuyant sur les premiers indices pour essayer de comprendre quelle Amérique Rockstar s'apprête à mettre en pièces cette fois-ci. Avant de plonger dans l'univers en 3D de GTA 3, revenons un instant sur les origines de la saga. En 1997, Grand Theft Auto voit le jour, offrant une vue en plongée et une liberté d'action inédite pour l'époque. Le joueur incarne un criminel évoluant dans 3 villes fictives, Liberty City, San Andreas et Vice City. Le jeu se distingue par son ton irrévérencieux et sa violence assumée, posant les bases de l'identité de la série. 2 ans plus tard, GTA 2 introduit le système de gang et une ambiance rétro-futuriste. Le joueur doit gagner le respect de différentes factions pour progresser, ajoutant une dimension stratégique au gameplay. Malgré ces innovations, la satire sociale reste en arrière-plan, laissant place à une action débridée. Puis arrive GTA 3 en 2001, une révolution. Pour la première fois, la série adopte une perspective à la 3e personne dans un monde en 3D entièrement modélisé. Liberty City prend vie, offrant une immersion sans précédent dans une métropole corrompue et violente. Le protagoniste, Claude, est un criminel muet trahi par sa compagne lors d'un braquage. Son absence de dialogue renforce l'identification du joueur qui projette ses propres motivations sur le personnage. Tout au long du jeu, on gravit les échelons du monde criminel de Liberty City, travaillant pour diverses factions corrompues allant de la mafia italienne au yakuza en passant par des politiciens véreux et des policiers corrompus. Cette progression illustre une satire du rêve américain, où la réussite est atteinte non pas par le mérite ou le travail honnête, mais par la trahison, la violence et l'opportunisme. Le jeu met également en lumière l'absurdité des conflits entre gangs, souvent déclenchés pour des raisons futiles ou manipulés par des tierces pour servir leurs propres intérêts. Par exemple, Claude est chargé d'assassiner un chef yakuza en se faisant passer pour un membre du cartel colombien, afin de provoquer une guerre entre les deux factions et ainsi servir les ambitions immobilières de son employeur. Cette manipulation des conflits illustre une critique de la manière dont les élites exploitent les divisions pour asseoir leur pouvoir. En somme, bien que le scénario de GTA 3 ne soit pas ouvertement satirique, il offre une critique implicite de la société américaine, en exposant les mécanismes de pouvoir, de corruption et de manipulation qui sous-tendent le rêve américain. Mais c'est à travers les stations de radio fictives que GTA 3 affine sa critique sociale. Des publicités absurdes, des talk-shows déjantés et des animateurs caricaturaux dressent un portrait satirique de l'Amérique urbaine du début des années 2000. Ces éléments, conçus par des figures clés de Rockstar comme Laszlo Jones et Dan Houser, offrent une parodie mordante de la culture de masse, du consumérisme effréné et des médias sensationnalistes. Ainsi, GTA 3 marque un tournant. La série ne se contente plus d'être un défouloir criminel, elle devient un miroir déformant de la société américaine, mêlant action, humour noir et critique sociale. En 2002, GTA Vice City marque une étape majeure dans l'évolution narrative de la série. Pour la première fois, le joueur incarne un protagoniste pleinement développé, Tommy Vercetti. Ancien membre de la famille mafieuse Forelli à Liberty City, Tommy est libéré après 15 ans de prison pour une série de meurtres. Envoyé à Vice City pour superviser un deal de drogue, il se retrouve piégé lors d'une embuscade qui tourne mal. Déterminé à retrouver les responsables, il s'émerge dans le monde criminel de la ville, gravissant les échelons pour établir son propre empire. L'action se déroule dans une version fictive de Miami, en pleine folie
folie des années 80. Le jeu s'inspire ouvertement de Scarface avec son histoire de narcotrafiquant qui grimpe les échelons du crime pour atteindre la gloire. Mais au-delà du scénario, c'est toute l'ambition de Vice City qui pousse la parodie à fond. Les radios sont truffées de pubs absurdes, les musiques kitsch font vibrer le bling-bling de l'ère Reagan et le décor baigne dans l'excès. Voitures de luxe, montagnes de cocaïne, costumes pastels, tout y est. En somme, GTA Vice City ne se contente pas d'être un jeu d'action. C'est une œuvre satirique qui dépeint avec ironie et mordant les travers d'une époque obsédée par le pouvoir et l'apparence. En 2004, GTA San Andreas ne se contente pas d'être une suite ambitieuse, il marque un véritable tournant dans l'histoire du jeu vidéo. Pour la première fois, Rockstar adopte un ton résolument politique, social et engagé. On y incarne Carl C.G. Johnson, un jeune afro-américain qui revient à Los Santos après le meurtre de sa mère. Ce retour devient le point de départ d'une plongée dans une Californie fictive des années 90, gangrénée par les guerres de gangs, le crack, la pauvreté et surtout une police profondément corrompue. Le personnage de l'officier Tenpenny, doublé par Samuel L. Jackson, incarne parfaitement cette critique. Il est directement inspiré de l'unité Crash du LAPD, au cœur de scandales dans les années 90 pour corruption, racisme et violence policière. À travers lui, Rockstar dénonce frontalement l'impunité des forces de l'ordre, faisant même écho aux émeutes de 1992 déclenchées après le passage à tabac de Rodney King. Et même quand CG tente de changer les choses, de reconstruire sa famille, de s'éloigner de la violence, le système semble verrouillé. Oh shit. Here we go again. Le jeu montre comment, pour un jeune noir issu des quartiers, la criminalité reste souvent la seule voie pour s'en sortir. Mais cette critique sociale ne se limite pas au scénario. San Andreas impressionne aussi par sa direction artistique. Los Santos, inspiré de Los Angeles, affiche des tons chauds, sales, oppressants. San Fierro, inspiré de San Francisco, offre des teintes brumeuses, plus industrielles. Et Las Venturas, inspiré de Las Vegas, explose de néons, de lumière criarde, de faux luxe. Chaque ville est une satire à part entière, que ce soit de la société urbaine, de la Silicon Valley ou du rêve américain façon casino. La bande son renforce encore cette immersion avec des dizaines de stations radio couvrant tous les styles musicaux de l'époque. À sa sortie, San Andreas est acclamé par la critique, et il devient le jeu le plus vendu de la PlayStation 2 avec plus de 27 millions d'exemplaires écoulés dans le monde, toutes plateformes confondues. Mais San Andreas, c'est aussi une polémique. En 2005, le jeu fait scandale avec l'affaire du mode Hot Coffee qui débloquait une scène sexuelle cachée. Le jeu est brièvement interdit à la vente, reclassé Adults Only aux États-Unis et Rockstar doit publier une version censurée. Dan Houser, cofondateur du studio, s'indigne publiquement. Si ça avait été dans un film ou un livre, personne n'aurait bronché. Il y a des choses bien plus graves dans la société. Le message est clair, GTA San Andreas ne se contente pas de choquer pour choquer. Il met en lumière l'hypocrisie d'une société qui tolère la violence à l'écran, mais qui s'offusque dès qu'il s'agit de sexe. En mêlant critique sociale, satire politique, ambiance culte et liberté de gameplay, San Andreas s'impose comme l'un des jeux les plus importants et les plus marquants de son époque. En 2008, Grand Theft Auto 4 marque une rupture audacieuse dans la saga. Fini les couleurs saturées et l'humour outrancier, place à un réalisme brut, à une satire plus froide et à une immersion plus sombre. Le joueur incarne Niko Bellic, un vétéran de guerre ordinaire d'Europe de l'Est, venu à Liberty City, une version fictive de New York, pour poursuivre le rêve américain promis par son cousin. Mais très vite, ce rêve se transforme en cauchemar. Niko découvre une ville gangrénée par la violence, la corruption et les promesses non tenues. La direction artistique de GTA 4 reflète cette désillusion. Rockstar opte pour une palette de couleurs désaturées, dominée par des tons gris, bruns et bleu froid. Cette esthétique, inspirée des thrillers urbains des années 70, confère à Liberty City une atmosphère oppressante et réaliste. Les développeurs ont capturé plus de 100 000 photos de New York pour reproduire fidèlement l'architecture, les lumières et l'ambiance de la ville. Cette approche visuelle a suscité des réactions partagées. Certains joueurs ont salué l'immersion et la cohérence du monde, tandis que d'autres ont regretté l'absence de la vivacité colorée des opus précédents. La satire sociale est omniprésente. La statue du bonheur, parodie de la statue de la liberté, arbore un sourire figé et brandit un gobelet de café, symbolisant l'ironie du rêve américain. Une plaque à sa base proclame « Envoyez-nous les plus brillants, les plus malins, aspirant à respirer librement et à se soumettre à notre autorité. Regardez-nous les tromper pour qu'ils essuient le cul des riches, pendant que nous les convainquons que c'est une terre d'opportunités. » Le message est clair, l'Amérique de GTA 4 est une terre d'illusions où les espoirs des immigrants se heurtent à une réalité impitoyable. Côté réception, le jeu est acclamé par la critique. Il obtient une note de 98 sur 100 sur Metacritic, devenant l'un des jeux les mieux notés de tous les temps. Les journalistes saluent la profondeur du scénario, la complexité des personnages et la richesse de l'univers. Le succès commercial est tout aussi impressionnant. GTA 4 génère 310 millions de dollars dès les premiers jours, avec 3,6 millions d'exemplaires vendus. En somme, Grand Theft Auto 4 est une œuvre mature et ambitieuse, offrant une critique acerbe du rêve américain et une immersion sans précédent dans une ville aussi fascinante que désenchantée.
Après le ton froid et désenchanté de GTA 4, Grand Theft Auto 5 revient en 2013 avec un style visuel plus éclatant, plus saturé, presque flamboyant. La Californie fictive de Los Santos s'étale sous un soleil écrasant, avec ses plages, ses montagnes, ses palmiers. Mais ne vous y trompez pas, derrière ces couleurs vives se cache peut-être la critique la plus précise jamais proposée par Rockstar. GTA 5 s'impose comme un produit culturel total, presque incontournable, et pourtant Rockstar le lance avec une stratégie marketing étonnamment sobre. Peu de bandes annonces, peu d'interviews, comme si le jeu n'avait pas besoin d'être vendu. Il devient lui-même un symbole de consumérisme qu'il dénonce, un objet de désir massivement attendu, acheté par millions, et utilisé pour critiquer la société, qui l'a rendu possible. Rockstar signe ici son portrait le plus acide de l'Amérique contemporaine, une fresque grotesque, où Los Santos sert de miroir déformant à une Californie moderne, rongée par ses contradictions. Tout y passe, politique, économie, culture populaire, le jeu égratigne chaque recoin de la société américaine avec une précision cynique. L'un des thèmes les plus marquants de GTA V, c'est le culte de la technologie et des réseaux sociaux, ou plus largement, l'obsession de l'image de soi. Dès le début du jeu, on découvre Life Invader, une parodie évidente de Facebook, son slogan donne le ton. Dans une mission mémorable, Michael infiltre le siège de l'entreprise pour saboter un lancement de smartphone. C'est une satire grinçante des keynotes à la Apple, du marketing creux et de la manière dont la Big Tech exploite la vie privée au nom du profit. Mais la moquerie ne s'arrête pas là. GTA V vise aussi la télé-réalité et la quête vaine de célébrité. Dans l'émission fictive Fame or Shame, Tracy, la fille de Michael, est humiliée sur scène par un présentateur odieux, Laszlo, figure récurrente de la série. C'est le reflet d'un système prêt à tout pour capter l'attention, quitte à piétiner les rêves, les égos et la dignité des candidats. Et plus largement, Vinewood, l'Hollywood version GTA, devient le théâtre d'une critique féroce du culte de l'apparence. Chirurgie esthétique à outrance, strip club, tabloïd, paparazzi, tout est exagéré, surexposé pour mieux pointer une société obsédée par le paraître et la provocation. Dans GTA V, l'argent n'est pas juste un objectif de jeu, c'est un personnage à part entière. Rockstar en fait le cœur de son gameplay, mais aussi le cœur de sa critique. Tout au long de l'histoire, le joueur enchaîne braquage, magouille, manipulation financière. L'argent est omniprésent dans toute sa laideur, son pouvoir et sa violence. La bourse fictive de Los Santos en est un bon exemple. Le joueur peut y spéculer, manipuler le marché. Mieux encore, éliminer des PDG véreux lors de missions d'assassinat pour faire grimper les actions. Une parodie cinglante du capitalisme dérégulé où la morale est optionnelle, tant que les chiffres montent. À l'autre bout du spectre, on découvre les quartiers pauvres de Los Santos, livrés à la petite criminalité, au trafic, à la débrouille. La fracture économique est immense, béante, et elle structure le monde du jeu, du gameplay jusqu'au décor. Le personnage de Devin Weston, milliardaire arrogant persuadé d'être intouchable, incarne cette élite toxique. Il paie, il corrompt, il manipule. La loi, elle s'achète, la violence, elle s'externalise. Et pour ça, il peut compter sur un état complice, gangréné par la corruption et les dérives sécuritaires. GTA V met en scène deux agences rivales, le FIB et le IAA, clin d'œil au FBI et à la CIA. Mais ici, leurs agents passent plus de temps à se tirer dans les pattes qu'à servir l'intérêt public. La sécurité nationale devient une comédie cynique, une façade pour des guerres d'ego et de pouvoir. L'exemple le plus marquant, c'est sans doute la mission By the Book. Le joueur, forcé par le FIB, doit torturer un prisonnier, une séquence insoutenable, et Rockstar ne cherche pas à en faire un moment cool ou fun. Au contraire, Trevor, après l'avoir exécuté, livre un monologue glaçant. Il explique que la torture n'est pas faite pour obtenir la vérité, mais pour montrer qui a le pouvoir. Un message direct, frontal, dénoncer la banalisation des abus d'État, post-11 septembre. Cette paranoïa sécuritaire, Rockstar la tourne aussi en ridicule. Les miliciens de Blaine County, par exemple, de faux patriotes anti-immigrés caricaturaux, ou encore Merryweather, société militaire privée à la solde des ultra-riches, équivalent fictif de Blackwater. À travers eux, le jeu montre une chose, le danger ne vient pas toujours des criminels, mais parfois de ceux qui prétendent nous protéger. Dans GTA V, la critique sociale ne s'arrête pas au dialogue ou aux missions, elle est gravée dans la géographie même du jeu. Rockstar a conçu sa carte comme une métaphore de l'Amérique divisée. D'un côté Los Santos, urbaine, libérale, multiculturelle, gangrénée par les inégalités. De l'autre, Blaine County, rurale, conservatrice, marginalisée, où règnent les armes, la paranoïa et les théories du complot. Et ce contraste est saisissant. Dans Los Santos, le quartier de Richman, littéralement l'homme riche, aligne les villas de luxe, les golfs privés et les célébrités superficielles de Vinewood. Un monde de paillettes, protégé par des portails automatiques et des limousines teintées. Mais à quelques kilomètres à peine, au sud de la ville, l'ambiance est tout autre. Dans Chamberlain Hills, Strawberry ou Davis, ce sont les gangs, les logements délabrés, les terrains vagues et la pauvreté qui dictent les règles. Rockstar ne cache pas la dimension raciale de cette ségrégation. Les quartiers les plus délaissés sont peuplés majoritairement de communautés afro-américaines ou hispaniques. Et ces populations sont souvent cantonnées à des zones où la violence est omniprésente, la police agressive et des opportunités rares.
C'est là que GTA V se concentre principalement. Sous les palmiers et les enseignes lumineuses de la Californie, le rêve américain est à 2 vitesses. Pour quelques-uns, c'est luxe, réussite, pouvoir. Pour beaucoup d'autres, c'est précarité, relégation et survie. En construisant une carte aussi polarisée, Rockstar ne fait pas qu'imiter la réalité. Il la dévoile en exagérant à peine ses contrastes. Grand Theft Auto V innove en proposant non pas un, mais 3 personnages principaux dont les destins s'entrecroisent, et chacun d'eux incarne une version déformée, voire brisée, du rêve américain. Michael, Franklin et Trevor. 3 parcours, 3 points de vue, 3 critiques d'un idéal qui promet tout, mais ne tient rien. Michael de Santa, ancien braqueur rangé des voitures, Michael vit en apparence le rêve américain. Villa luxueuse à Rockford Hills, piscine, voiture de sport, argent à ne plus savoir quoi en faire. Mais dès l'intro du jeu, il explose. Michael a tout ce que l'Amérique valorise, et pourtant, il est vide. Sa famille est dysfonctionnelle, ses enfants le méprisent, sa femme le trompe, et lui-même s'enfonce dans l'ennui, l'alcool et la nostalgie. Il représente le succès matériel dénué de sens, l'image parfaite qui cache le néant moral. Franklin Clinton. Jeune afro-américain des quartiers défavorisés de South Los Santos, Franklin rêve de s'en sortir. Il veut grimper l'échelle sociale, sortir du ghetto, vivre mieux. Mais pour lui, la voie légale semble bouchée. Alors il prend ce que le système lui laisse. Des vols, des magouilles, des braquages. Avec l'aide de Michael, qui devient peu à peu son mentor. Franklin, c'est le rêve américain depuis tout en bas. Il veut réussir, il est intelligent, ambitieux, mais chaque ascension est fragile. Même riche, même influent, il reste le petit gars du quartier aux yeux de l'élite. Rockstar montre ici les limites de la méritocratie. Quand on vient d'un milieu marginalisé, même la réussite est teintée de compromis, et jamais garantie. Trevor Phillips. C'est l'ombre pure du rêve américain. Violent, imprévisible, anarchique. Issu d'un désert sans avenir, ancien militaire raté, Trevor a tout rejeté. La société, les règles, la morale. Il vit dans un chaos permanent. Trafic de drogue, contrebande, exécution arbitraire. Mais derrière sa folie, il y a un sens. Trevor est le miroir grossissant de l'Amérique brutale. Il pousse à l'extrême l'individualisme, la violence, le chacun pour soi. Il dit tout haut ce que les autres personnages taisent, et par ses excès, il révèle l'hypocrisie du système. Il se moque du patriotisme, des institutions, des discours moralisateurs. Et même s'il est incontrôlable, il agit parfois comme la conscience dérangée du jeu. Trois personnages, 3 tragédies, 3 façons de briser le rêve. À travers eux, Rockstar ne raconte pas seulement une histoire, il démonte les fondements même de la réussite à l'américaine. L'argent, la liberté, l'ascension sociale, tout y est. Mais tout est rongé, déformé, vidé de son sens. Dans ce jeu, le rêve américain ne fait plus rêver. Il explose dans le feu, le sang et l'absurde. Mais c'est aussi un jeu, un immense produit de divertissement. Et à ce titre, Rockstar n'échappe pas aux contradictions de son propre succès. D'un côté, la série dénonce la violence, le sexisme, le consumérisme. De l'autre, elle les met en scène à chaque instant, en fait même son moteur ludique. GTA V a généré des milliards de dollars, c'est l'un des jeux les plus rentables de l'histoire. Mais pour séduire ce public massif, la satire doit rester fun, exagérée, spectaculaire. Sans ça, l'ironie ne vend pas. Et c'est là qu'une dissonance s'installe. Comment dénoncer la brutalité d'un système, tout en demandant aux joueurs d'y participer activement, pour progresser, braquer, tuer, manipuler, pour avancer dans le scénario. Le gameplay entre en contradiction avec le discours. On critique, mais on ne peut pas trop critiquer, sinon le joueur décroche. Et parfois, GTA semble s'amuser un peu trop avec ce qu'il prétend dénoncer. Cette ambiguïté, certains l'aperçoivent comme du cynisme pur, une satire qui tape sur tout le monde, sans jamais proposer de regard nuancé. La série a souvent été accusée de caricatures grossières, voire de reproduction de stéréotypes, notamment raciaux. En voulant parodier le racisme ou la culture des gangs, GTA V s'expose à tomber dans les clichés qu'il critique, sans toujours les déconstruire. Et que dire du traitement des personnages féminins? Stripteaseuses, prostituées, épouses superficielles. Les femmes dans GTA V sont souvent réduites à des rôles secondaires ou sexualisées à l'extrême. Rockstar se moque de la misogynie ambiante, tout en la mettant abondamment en scène. Résultat, un message brouillé, parfois complaisant, souvent contesté. Et puis il y a le plus grand paradoxe de la série. GTA critique le capitalisme sauvage, mais en est un produit pur. Marketing agressif, microtransactions massives dans GTA Online, conditions de travail difficiles pour les développeurs. Le phénomène GTA reflète le même monde qu'il veut démonter. Alors oui, la satire est brillante, provocante, féroce, mais elle reste enfermée dans une logique commerciale où l'on mord la main qui nous nourrit, sans jamais trop mordre. GTA 6 approche, et avec lui, l'attente la plus massive de toute l'histoire du jeu vidéo. Et la question que tout le monde se pose, c'est qu'est-ce que Rockstar va dénoncer cette fois-ci? Parce qu'on le sait, le jeu nous ramènera à Vice City, en pleine Floride fictionnelle, dans un monde qui ressemble plus que jamais
aux nôtres. Influenceurs, réseaux sociaux, ultra-violence médiatique, crypto-monnaie, paranoïa sécuritaire, culture du Florida Man. Avec Lucia, première héroïne de la saga, et son duo criminel, Rockstar a l'occasion de renouveler sa critique sociale, de frapper là où ça fait mal, encore une fois. Mais aujourd'hui, la satire n'est plus simple. Elle doit être précise, calculée, fun, mais pas trop subversive. Car GTA 6, aussi audacieux soit-il, reste un produit de divertissement. Et c'est là que tout se complique. Rockstar est coincé dans un paradoxe. Il veut critiquer le capitalisme, mais doit obéir à ses lois. Il veut choquer, mais doit plaire au plus grand nombre. Il veut dénoncer la société, tout en tirant des milliards. Alors GTA 6 devra danser sur un fil, entre satire mordante et grand spectacle, entre conscience sociale et pur plaisir coupable. Mais peut-être que la vraie critique, c'est que GTA ne vise pas seulement le monde. Il nous critique, nous. Nous qui jouons, qui consommons, qui applaudissons. On rit des absurdités qu'il montre, mais on y plonge avec enthousiasme. On dénonce la violence, la cupidité et l'hypocrisie, tout en les incarnant manette en main avec un plaisir assumé. Et Rockstar, malgré tout son génie, est pris au piège de cette même mécanique. Il ne peut pas proposer de solution. Il ne le veut pas vraiment. Parce que proposer une solution, ce serait prendre parti. Ce serait limiter la liberté du joueur. Et surtout, ce serait rendre le jeu moins fun. Alors GTA reste là, figé entre la critique et la complaisance. Comme un clown qui hurle des vérités, mais qui continue de faire des tours pour que le public applaudisse. Peut-être que le plus grand message de GTA, c'est qu'il ne peut pas changer. Pas plus que nous. Alors non. GTA 6 ne changera pas le monde. Il ne nous apportera pas de solution. Il ne fera que refléter ce que nous sommes. Dans un système où la critique elle-même est devenue un produit. Et peut-être que c'est ça, le plus dérangeant. Ce miroir qu'on regarde, en souriant, sachant très bien qu'on est coincé dedans.